Alors, bonjour et bienvenue dans le vlog de mathelweb.com numéro 41. On Hmm. est le mardi 12 novembre 2024 et nous sommes avec Claudie Saroui. Yes, c'est moi. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un peu qui vous êtes? Donc, vous êtes une femme, un être humain. Aujourd'hui, on prend des Oui, c'est précautions ça. quand même pour définir quelqu'un. Qui êtes-vous aussi? Qui je suis? Ben, je m'appelle Claudie Saroui. Je dois mon âge. J'ai mon âge, hein. Mhm. Si ma mémoire est bonne, j'ai 73 ans. Je suis née à Roquefort, en plein hiver, 51. Donc, je suis une Bami Boomer. Mes parents étaient ouvriers au Cap de Roquefort. Je suis la dernière d'une fratrie de 4 filles. Voilà, je suis arrivée au moment où mes parents ne voulaient plus d'enfants, surtout mon papa, qui voulait un garçon, parce que c'est important, évidemment, pour un homme d'avoir un garçon, surtout à cette époque. Et puis, voilà, moi j'étais appelée toute mon enfance en patois, quella che è venuta sem bisogno. Ça veut dire celle qui est venue sans besoin, ça veut dire bah, celle voilà, elle est venue alors que voilà. On vous appelle comme ça? On- ben, quand il me présentait, un peu en rigolant, il disait ça. Il disait ça en rigolant, bien sûr, mais bon, c'était bizarre pour moi quand même, cette présentation. C'était, c'était, c'était comme si j'étais un peu à part. Voilà, les autres, elles sont arrivées en temps voulu, en temps nana, mais celle-là, ma maman avait plus de 40 ans déjà, donc voilà. Et puis voilà, il voulait plus, je pense surtout mon papa, c'était fini quoi. Donc voilà. Et puis donc je suis allée à l'école de Roquefort. Alors justement, parlez-nous de Roquefort dans les années 50-60. C'était comment la vie là-bas? Alors la ville, déjà à cette époque-là, le village était bien plus important hein, que maintenant, je pense. Et le souvenir que j'ai, c'est une belle vie de quartier, puisque les patrons des caves logeaient les ouvriers. Donc il y avait tout un quartier, c'était pas des HLM, hein, c'était des maisons anciennes avec des rues avec des escaliers, tout ça. Mon papa avait un grand jardin qui paraissait un jardin suspendu parce que je me rappelle quand les touristes venaient visiter les caves et qu'ils arrivaient en haut de cette rue, qu'ils voyaient ce grand jardin, on disait «Oh, quel beau jardin!» C'était étonnant de trouver un grand jardin comme ça, avec plein de fleurs, plein de légumes à cet endroit. Et donc, il y avait une riche vie de quartier. Comme il n'y avait pas encore la télévision, forcément, les gens se rendaient beaucoup visite. Et notamment, mes parents et mon père adoraient jouer aux cartes. Et le soir, souvent, il y avait des voisins qui venaient jouer à la belote. Et moi, j'avais ma chambre juste au-dessus de la cuisine, parce qu'on vivait vraiment dans la cuisine. Dans la cuisine, il y avait tout, quoi, la salle à manger. Mes parents faisaient la cuisine sur une cuisinière à charbon. Et, euh, et donc, les chambres étaient en haut. Et moi, ma chambre était juste au-dessus de la cuisine. Et quand ils venaient jouer aux cartes, ben, moi, j'entendais belote, rebelote, et ça tapait, ça criait, tout ça. Bon, c'était incroyable. C'était marrant, quoi. Parlez-nous un peu de votre père, de votre mère. Alors, mon papa était orphelin de guerre. Son papa est mort à la guerre de 14-18. Il a été orphelin très, très jeune. Je pense qu'il avait peut-être 4-5 ans, 6 ans. En fait, il n'a pas beaucoup connu son papa et ils étaient très pauvres. Mon père est originaire de la région de Sévérac. Et donc, déjà, ses parents étaient très pauvres. Je pense que déjà son papa
comme beaucoup de pauvres de l'époque, se louait dans les fermes pour nourrir sa famille. Et la maman est restée au foyer pour s'occuper des enfants. Ils étaient 5 ou 6. Et quand son père est mort, eh ben, mon papa, il a travaillé très jeune. Il racontait toujours qu'il gardait les vaches. Il était tellement petit qu'on ne le voyait pas. On ne le voyait pas sous le... Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu les trains, que les gens ont pu sortir un peu des campagnes, ils ont pu aller un peu se former ailleurs. Et ainsi, mon père est arrivé à Roquefort à l'adolescence, où il a été... je pense qu'il est quand même été à l'école, mon père, parce que mon père écrivait très bien. Il lisait très bien, il écrivait très bien, par rapport à ma maman qui faisait beaucoup de fautes. Et donc, il a appris le métier de ferblantier au cave de Roquefort, et puis il a fait toute sa vie au cave de Roquefort. Le métier, À l'époque, ça s'appelait ferblantier. C'est-à-dire qu'il travaillait le fer, il fabriquait les moules des Roquefort. Voilà. Et puis, il réparait tout ce qui était du fer, de l'étain, et tout ça. Il faisait des alliages. Et ma maman, qui aussi, son papa est décédé à la suite des blessures de la guerre de 14-18. Il est décédé peu de temps après son retour de la guerre. Et pareil, elle a commencé à travailler au cave de Roquefort. Elle avait 13 ans. Et comme c'était la fille aînée, ben, c'est elle qui a ramené les sous dans la famille. Donc elle a travaillé... à l'époque, on les appelait les cabanières. Les femmes qui travaillaient dans les caves de Roquefort, puisqu'au départ, c'était des cabanes. Les caves étaient prolongées par des trucs en bois. Je crois que c'est pour ça qu'on les appelait les cabanières. Et elle travaillait 13-14 ans. Donc, toute la semaine, elle restait à Roquefort. Les patrons avaient organisé pour les ouvrières des dortoirs. En fait, elles dormaient dans des dortoirs. Elles mangeaient dans des cantines. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps, justement, la révolte des ouvrières de Roquefort, où elles ont revendiqué de travailler moins d'heures, etc. Ouais, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Alors, donc, le dortoir, c'était avant que vos parents aient leur propre maison, en fait. Oui, ils se sont rencontrés à Roquefort, mes parents. Donc, voilà. au départ, en fait, quand on était ouvrier, on arrivait à Roquefort et on était dans le dortoir. C'est ça. Et après, éventuellement, on pouvait louer une maison quelque part. Alors, le week-end, ils retournaient dans leur famille. Donc, maman prenait le train à Tournemire. Sa maman habitait à Fondamante. Donc, elle faisait une partie en train, une partie à pied. Le week-end, elle rentrait chez sa maman. Et le dimanche soir, elle revenait à Roquefort pour passer toute la semaine. Voilà. Et mes parents se sont connus au Kin. Tu savez ce que c'est, le Kin? Le loto. Le loto. Kin! Et voilà, ils se sont connus au Kin. Et puis, à l'époque, ma maman est venue, donc je pense qu'elle a dû venir habiter à Roquefort avec sa mère. Et puis, elle vivait avec sa mère. Et mon père, il raconte que quand il raccompagnait ma maman le soir, il fallait qu'il fasse vite pour la quitter parce que la maman, en haut de l'escalier, surveillait un peu tout ça. Ah, c'est vraiment les années de l'après-guerre, en fait. Ah oui, oui, les années 50, ouais. Fin des années 40. Fin des années 40. Ah, mais non, puisque ma sœur est née dans les années 30. Ma sœur Janine et ma sœur aînée, donc ils se sont mariés avant la guerre, mes parents. Ils se sont mariés avant la guerre. Vraiment, vous êtes arrivé très tard. Ah, ben oui. Votre première sœur est arrivée en 1932. Et oui, puisque ma maman racontait que mon papa est parti à la guerre, donc il a connu... oui, il a connu... Il raconte pas, mais je connais mon père, il racontait pas ces années-là. Mes parents, quand ils parlaient de les années de guerre, ils se regardaient et ils se disaient quand même, hein, qu'est-ce qu'on a souffert. Mais ils voulaient pas en dire plus. C'était fini, quoi. C'était une période noire. Et donc, oui, mon papa est parti sur le front.
Il raconte rien. Je ne sais pas si mon père a été vraiment dans les tranchées sur le front. Il parle qu'il faisait la cuisine. Et oui, oui, il y avait une période de guerre. Donc oui, oui, puisque ma grande sœur est née en 1932. Après ma sœur en 1947 ou 1948. Donc après la guerre. En fait, il y a eu beaucoup d'écart entre ma sœur aînée et ma deuxième sœur. Il y a eu 11 ans d'écart. À l'époque où il n'y avait pas de contraception, c'est quand même incroyable. 11 ans. Après, ma sœur Lucienne, dans les fins des années 40. Après ma sœur Maryse, 49 ou 40, je ne sais plus. Je sais qu'elle a 5 ans de plus que moi. Et moi, 51. Vous aviez déjà donc une grande sœur, très grande, quand vous êtes arrivée, qui a plus de 20 ans. Ouais, 18-19 ans d'écart, ouais. Ouais, ouais. C'est vos premiers souvenirs là, à Roquefort, quoi, de ma sœur? De vous, enfin, Ah vos oui, premiers oui. souvenirs en général. Ah oui, oui, ben, je peux vous dire que quand ma sœur Janine s'est mariée, par exemple, à l'époque, les mariages se faisaient dans les maisons. Il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de... Et moi, on m'a confiée chez la voisine au-dessus, donc j'étais bien triste de voir qu'on faisait la fête dans ma maison et que moi, je n'avais pas le droit d'y être. Donc, j'ai aucun souvenir de vie, par exemple, avec ma sœur aînée, ma sœur Janine. Voilà, parce qu'elle est partie de la maison, j'avais 2 ans peut-être, 2 ans et demi. Et elle n'a pas voulu rester à l'école, donc elle a commencé à travailler au cave à 16 ans, je crois. Et le souvenir que j'ai, cette vie de quartier très riche. Et puis, à Roquefort, il y avait vraiment on ne peut pas dire une ségrégation, mais on sentait vraiment les enfants des riches, les enfants des patrons et les enfants des ouvriers. Bien que à l'école, alors il y avait une école libre, une école de bonnes sœurs, et l'école laïque. Et c'était de mon temps de mettre ses enfants à l'école libre. Un peu comme en Bretagne, où la religion était très importante. Donc, c'est pas le contraire, vous voulez dire qu'ils... Ça s'appelait l'école libre. D'accord. L'école des bonnes sœurs. Ah, ok. On l'appelait comme ça, je ne sais pas pourquoi, on l'appelait l'école libre. Okay. Et l'école laïque de la République, quoi, l'école, on disait l'école laïque. Donc moi j'étais chez les bonnes sœurs. Et donc c'est pour ça que j'avais, parce que tous les enfants de patrons allaient tous aussi chez l'école des bonnes sœurs. Et donc on était mélangés pour le coup, les filles de médecins, les filles du maire, voilà, de tous les notables du village, on était mélangés. Et moi, j'étais toujours dans les premières. Je travaillais très très bien à l'école primaire. J'étais en compétition avec la fille d'un patron qui s'appelait Annie Treyette. Elle était première, moi deuxième, première, deuxième. Et alors je me rappelle que la fille du médecin, docteur Vérac, elle n'était pas douée, sa fille. Et il se trouve que c'est le docteur qui m'a accouchée, qui a accouché ma maman, parce qu'à l'époque on accouchait à la maison. Ma maman, alors à chaque fois que j'allais le voir, le docteur Vérac, il me disait, vous savez que votre maman, 4 jours quand même, elle est restée dans les douleurs, 4 jours. Et comme si c'était ma faute, bon. Et donc, il était un peu jaloux parce que sa fille était nulle à l'école et moi, fille d'ouvrier. Mais il se faisait un point d'honneur comme si le fait qu'il m'ait fait naître, en fait, qu'il y était un peu pour quelque chose dans ce fait que je sois un bébé réussi, puisqu'à l'école, j'apprenais bien et voilà, j'étais quelquefois première de la classe et voilà. Voilà. À Roquefort, à ce moment-là, tout le monde travaillait pour la cave d'une manière ou d'une autre. Pratiquement. Soit dans les bureaux, alors ceux qui avaient la chance d'avoir le BEPC, d'avoir fait des études, ils allaient dans les bureaux, on appelait ça pas le secrétaire, on l'appelait dans les bureaux. Alors c'était vraiment, ceux qui étaient dans les bureaux, c'était déjà une promotion supérieure par rapport aux ouvriers qui étaient dans les caves. Et puis, il y avait les patrons, et puis les directeurs, et tout ça.
En fait, le souvenir que j'ai de mes parents, je pense que mon père, il était plutôt content à son travail parce qu'il avait fait son chemin. Il était chef d'équipe dans un petit atelier. Oh, pardon, j'ai touché le truc. Et je crois qu'il allait au travail. Bon, il se plaignait pas trop. Par contre, maman, oui, maman, quand elle travaillait dans les caves, avec une température, il faisait très froid dans les caves. Il faisait, je crois, 7 ou 8 degrés toute l'année. Donc, toujours couverte. Et puis, porter des fromages et tout ça. Et puis, elle a eu très, très mal au dos à un moment donné. Et elle est arrivée par je ne sais pas comment, parce que c'était un peu compliqué. En fait, ma sœur aînée était mariée, mon beau-frère était parent avec un chef de cave, par alliance, des trucs par alliance, des trucs qu'il y a voilà, dans les... Et donc, il a pris un peu en pitié ma maman, et puis il lui a promis qu'il la mettrait un petit peu, à la fin, les 10 dernières années de sa vie d'ouvrière, un petit peu dans un endroit où elle n'avait pas porté, où c'était plus cool, quoi. Alors, c'était plus cool, mais il y avait toujours des histoires de... Son travail consistait en fait à tourner le fromage. C'était quoi en fait le travail Ben, elle salait les fromages, je crois. Elle les prenait sur un... Moi, je l'ai jamais vu, hein, je l'ai vu qu'après dans des films. Mais elle les soulevait, elle les mettait sur une table, et puis elle les salait, elle les roulait, tout ça, et puis il fallait qu'elle les remette sur un... Voilà, les fromages, ils avaient un certain poids, et puis des fois, elle en portait certainement 2 ou 3 à la fois. Donc c'était quand même très répétitif. C'était un métier très dur, hein. Mm. Vous avez un souvenir des bonnes sœurs qui vous ont... Oh oui. Ah oui. Sœur Marthe-Marie, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. Elle ne m'aimait pas. En fait, moi, j'étais une petite fille. J'étais à la fois timide et à la fois, avec mes copines, un peu dévergondée. J'aimais bien commander, en fait, mais j'étais aussi timide. Enfin bon, bah, elle ne m'aimait pas beaucoup. J'ai un souvenir qu'une fois, il a... Alors moi, je n'avais pas de frère dans ma famille, donc j'ai eu très peur des garçons pendant très longtemps. Très, très longtemps. Et elle m'avait envoyée dans une classe qui était mixte, justement. Le CM2, la classe la plus... Voilà, il y avait des garçons, et il fallait que j'aille chercher ou déposer un truc, un document dans cette classe. Et j'ai jamais pu y aller. J'ai jamais pu y aller, je suis restée dans les escaliers, je suis revenue en lui disant, en lui mentant, en lui disant que oui, oui, j'avais déposé le truc. Et quand elle a appris que je ne l'avais pas déposé, bien sûr, je me suis fait engueuler, voilà. Et puis une autre anecdote dont je suis fière et pas fière à la fois, parce que j'avais pas eu le temps d'aller aux toilettes pendant la récréation, parce que je préférais jouer que d'aller aux toilettes. Et bien sûr, la classe reprend et j'avais très, très, très envie de faire pipi. Et à l'époque, on n'avait pas le droit de mettre des pantalons. C'était interdit. Donc, on avait des espèces de pantalons en coton et avec une robe par-dessus. Voilà. Et on était au tableau, autour du tableau. C'était la maîtresse, elle nous expliquait un tour du tableau. Et moi, j'avais tellement envie de faire pipi que je l'ai fait comme ça, toute droite. On était toute droite. Et donc, il y avait une flaque d'eau autour d'un. Et je ne disais rien. Parce que j'étais tétanisée, j'avais pas pu me retenir. Et puis c'est voilà, une camarade qui a dit maîtresse, nanana. Et bien sûr, je me suis fait engueuler. Mais à partir de ce jour-là, elle m'a toujours autorisée à aller aux toilettes pendant la classe. Non, dans cette école, mes parents n'ont pas voulu me mettre à la dernière, au CM2, parce qu'il y avait une sœur Alice, qui était un peu folle. Et donc, je suis allée à Sainte-Afrique au CM2. Et après au collège. C'était une bonne sœur qui était folle. Pour vous donner des exemples, quand il y avait des enfants punis, il y avait des grands rideaux blancs, les fenêtres étaient très très hautes, avec des grands rideaux blancs en coton, et elle les entourait dans le rideau pour les punir. Ah oui, elle était très folle. Elle a une très mauvaise réputation, et donc pour éviter que j'aille dans sa classe, mes parents m'avaient mis en CM2 à Sainte-Afrique.
où j'ai fait. Alors là, au collège, non, c'était fini. Là, je faisais plus rien. Ah, je travaillais plus là. J'étais très feignante. Je sais pas, à l'adolescence là. Je vivais sur mes acquis et j'étais une élève très moyenne, quoi. Mm. Les fêtes, comment ça se passait à ce moment-là, entre quand vous aviez 10 ans, le début de l'adolescence, il y avait des fêtes, donc Les fêtes de village. oui, les fêtes de village. Ah oui, oh là là, ah oui, ça c'était incroyable, les fêtes de village. Mais oui, parce que moi, j'admirais beaucoup mes sœurs, qui avaient 5 ans, 8 ans de plus que moi, donc qui étaient des belles jeunes filles, quand moi j'étais la petite ado boutonneuse. Donc quand j'allais les voir au bal, eh ben, j'étais en admiration. Puis il faut savoir que là, dans les années 50, 60, c'était une jeunesse, comment dire, joyeuse. C'était l'époque, c'était des rencontres, évidemment, des rencontres des jeunes, des rencontres amoureuses, des rencontres où les couples flirtaient, le rock and roll, le jazz, tout ça. Et moi, j'y allais pour assister à tout ça. Donc, je vérifiais avec qui ma sœur dansait, si le gars était beau, pas beau, si elle serrait fort. Et puis, au bout d'un moment, j'avais bien repéré qu'elle dansait toujours un peu avec le même. Donc, voilà. Et puis, euh, et puis, je me rappelle très bien la première fois où un garçon m'a invité à danser, où je n'ai pas pu y aller parce que je me sentais... j'avais l'impression qu'il me voyait plus grande que ce que j'étais. Et donc, je me sentais pas prête. Je me sentais pas prête. Mais en tout cas, c'est quelque chose, les balles. Ah ouais, ça c'était quelque chose parce que c'était un grand moment de fête, de rencontre, et il y avait un enjeu incroyable dans les balles. Quand on se préparait, parce que je voyais mes sœurs déjà comment elles se préparaient, elles y pensaient des semaines, même des mois à l'avance. Comment on va s'habiller, quelle robe on va mettre. Et donc il y avait un enjeu terrible. Et puis à Roquefort, on avait beaucoup de... On était... comment dire on regardait surtout... Parce qu'évidemment, à Roquefort, c'est pas très grand, donc on a vite fait le tour des garçons qu'il y avait. Donc on était attirés forcément par les gars qui venaient de la ville, et notamment de Millau de Saint-Affrique. Il y avait les gars de Millau et il y avait les gars de Saint-Affrique. Donc, bien sûr, on les repérait et il fallait leur plaire, quoi. Et donc, voilà, un enjeu incroyable. Et c'était terrible quand il y avait des slows que les gars... Marc, j'aurais pas aimé être à la place des mecs non plus. Parce que quand on y repense quand même, c'était incroyable. Donc, les gars faisaient le tour. Alors, les filles, on était tous assis autour de la salle, bien sûr. Et les gars, dans un slow commençait, paf, ils commençaient leur choix. Hein. Ah non, mais c'était incroyable. Donc, ils faisaient leur choix. Alors, chacun, ils avaient leur rituel. Ceux qui faisaient des courbettes, mademoiselle, je ne sais pas quoi. Alors, nous, soit on se levait, on y allait, soit c'était... Non, non, non. Alors, il y en avait qui insistaient. Il y en avait... il y en avait qui... Alors, ceux qui n'avaient rien... ceux qui n'avaient rien trouvé en faisant tout le tour, ils revenaient. Ils revenaient. Et si nous, pareil, on a, par défaut, si on n'avait pas fait de bons choix, par défaut, ben, on allait avec... on se disait, bon, on ne va pas rester assis. Parce que le pire de tout, c'était, comment on appelait ça, pas faire banquette, ah oui, il y avait une expression qui était terrible, quoi. Bah oui, si on restait assis pendant un slow, 2 slows, 3 slows, même des fois toute la soirée, ça arrivait, ça pouvait arriver, hein. Faire banquette ou faire, je ne sais pas pourquoi, il y avait une expression. Alors là, c'était terrible, là, c'était terrible. Ou alors... Ce qui était terrible aussi, si on était 2 ou 3 copines ou 4 copines comme ça,
qu'il y avait un mec qui choisissait une et pas toi. Pourquoi il allait voir l'autre et pas toi? Ah ouais, ça c'était... Ah ouais, ça c'était aussi vachement... On était jalouse. On était un peu jalouse, quoi. Dans tes soirées, il n'y avait jamais de violence? Alors si. Moi j'ai eu... toute ma vie, j'ai eu un petit problème. Et mes sœurs aussi, avec l'alcool. Parce que moi, j'ai jamais vu de gens sous à la maison. Mon père ne buvait pas. Enfin, il buvait normalement, quoi. Maman aussi. Quand il y avait des repas de famille, évidemment, bon, les gens étaient gais, mais c'était une gaieté joyeuse. C'était pas... Mais c'est vrai que dans les bals, ouais. Il y avait des gens qui buvaient et il y avait des bagarres. Et quelquefois, il y avait des... Ah, j'ai dit un truc qui me revient. C'est vrai il y avait aussi des trucs un peu racistes parce que c'était l'époque où il y avait des harkis. Et donc, ils venaient bien sûr dans les bals et il y avait de la baston avec eux des fois, ouais. Et même des fois, des couteaux qui sortaient, tout ça. Et donc, ah ouais, moi ça me faisait peur, mais on rentrait à la maison quand... C'était souvent à la fin du bal, donc on rentrait à la maison. Et puis maman, elle venait nous chercher, donc il fallait rentrer. Et donc d'ailleurs, mes sœurs se sont connues. Ma sœur Lulu a connu son mari au bal de Roquefort. Il était de Millau. Et ma sœur Maryse aussi, je crois. Bon, elle s'est mariée aussi avec un gars de Saint-Afrique. Voilà. La télé, il n'y en avait pas encore Alors la télé, c'est marrant parce que dans la famille de mon papa, il y avait un monsieur, un cousin qui, au Keila, avait un magasin, un genre de bazar où il vendait des télés. C'était les premières télés noires et blancs. Fin des années 50, hein. Il n'y avait que les riches à Roquefort qui avaient la télé. Et mes parents, avec ce monsieur, ce cousin, ils ont pu avoir une télé qui arrivait de Béziers, d'un grand magasin de Béziers. On avait la télévision. Alors, qui était dans la cuisine, évidemment. Et à l'époque, il n'y avait qu'une chaîne, c'était en noir et blanc. Et quand il y avait des films, eh ben, les voisins venaient voir les films. Le dimanche soir, je crois que c'était... il y avait la maman de ma copine, Madame Dufrenoy, de la rue d'en bas, qui venait voir le film. Alors, c'est rigolo parce que mes parents n'avaient pas de salon comme maintenant. On avait une très grande table avec que des chaises en paille. On n'avait pas de fauteuil, on n'avait pas... Donc, on était assises sur des chaises. On était assis sur des chaises en paille devant la télé, quoi. Et puis, qu'il y avait des films, des fois que mes parents ne voulaient pas que je voie, et ben, j'allais me coucher. Mais là, j'étais pas contente, hein, parce que moi, j'adorais ça, le cinéma. J'adorais ça. J'adorais, à la télé, j'adorais tout ce qui était variété et cinéma. Mais j'entendais la chambre du haut. J'entendais ce que disaient les... Mais bon, je percutais pas trop. Pourquoi Vous aviez des stars, enfin des personnes qui passaient à la télé que vous aimiez voir ou voir les films? Ah ouais. C'était qui Alors moi ce qui explique un petit peu comment après j'ai aimé le théâtre, c'est que j'aimais beaucoup l'émission de variété, où à l'époque il y avait bien sûr les chanteurs. Ah bah oui, alors là, les chanteurs yéyés, là, tous les chanteurs... avec ma sœur qu'on adorait. Ah oui, parce qu'il faudra que je parle aussi des prémices de l'époque yéyé. La première fois que Johnny Hallyday est sorti avec son disque Kill Watch. Kill Watch, na. Je me rappelle très bien, c'est ma voisine qui avait sorti son électrophone sur la terrasse au-dessus de la maison. Elle dit, venez voir, il y a un nouveau chanteur qui vient de sortir. Parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque, c'était... bon, maman écoutait Tino Rossi, ma sœur écoutait Gloria Lasso. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Tous ces chanteurs de l'époque, Jean Sablon.
Voilà, c'était des chansons Charles Trenet, tout ça. Encore que Charles Trenet, c'était un peu gai. Mais bon, c'était assez ennuyeux. Et là, Johnny Hallyday qui arrive, alors là, c'était la révolution. Là, Elvis Presley, tout ça, à fond. Le twist, on a découvert le twist avec des chaussettes noires. On portait des chaussettes noires jusque-là, on adorait ça, les chaussettes noires. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'ai dévié sur les années yéyé. De quoi on parlait déjà? De ce qui passe à la télé. Ah oui, de la télé. Donc, bah ouais, alors la télé, évidemment, c'était toute cette époque des yéyés, France Gall, Sheila, Claude François, Adamo. Après, ça a été... Les Beatles, c'est venu un peu plus tard, mais le début, c'était vraiment Johnny Hallyday, Claude François, les chaussettes noires, Elvis Presley. C'était fou, quoi. Et moi, j'adorais les films. Quand mes parents m'autorisaient à les voir, il y avait aussi des séries. Alors, il y avait le journal télévisé à 20h. À 20h moins 5, il y avait Nounours avec De revoir les petits. Et juste avant, il y avait un feuilleton. Je me rappelle, ça s'appelait Jannick Aimée. Et c'était une jeune fille de la campagne à qui il arrivait des trucs. Mais elle était très sage. Elle n'était pas du tout dévergondée. C'était très moraliste, en fait. Et ce que j'adorais avec mon père, c'était regarder les matchs de catch. Ah, j'adorais ça, le match de catch. À l'ORTF, il y avait des... Ils retransmettaient Ouais, des ouais, matchs. ouais, des matchs de catch, parce qu'il y avait, on aimait ça, parce qu'il y avait le méchant et le gentil. Donc le méchant, évidemment, c'était très théâtralisé. L'ange blanc, il arrivait avec sa grande cape. L'air méchant et tout ça. En fait, on ne savait pas que c'était truqué, on était très naïfs. Bien plus tard, j'ai appris que c'était mis en scène, tout ça. C'est truqué, les coups et tout ça. Mais c'était vachement bien fait, donc on y croyait à mort. Quand ils partaient dans les cordes, on hurlait, c'était les gentils. Et puis, j'ai été aussi, bien sûr, très influencée par toutes les émissions de variété. Les émissions de variété, ah oui, alors ça... mis à part les chanteurs, tout ce qui était imitateur, j'étais assez fascinée. Je me rappelle le premier imitateur qui s'appelait Henri Tizot et qui imitait De Gaulle. Déjà, imiter De Gaulle à l'époque, c'était quand même assez audacieux, parce qu'il était très respecté, De Gaulle, quand même. Hein. Donc, et puis, il y avait ceux qui chantaient avec des collants, là, les frères, les frères Jacques. Les frères Jacques et Fernand Reynaud. Fernand Reynaud, qu'on adorait. Il me fait toujours rire, hein, Fernand Reynaud. Alors juste, Raymond DeVos, tout dans ça. votre adolescence, quand vous aviez vos sœurs, j'imagine, qui travaillaient à Roquefort? Non, il n'y a que ma sœur aînée qui travaillait à D'accord. Roquefort. Ma sœur Lucienne, qui est venue après son bac, elle est partie à l'Institut à Paris, parce qu'il n'y avait pas de poste dans l'Aveyron. Et ma sœur Maryse, qui est après moi, juste avant moi, elle est partie dans les postes, dans les chèques postaux à Paris, après son bac. Donc vous vous projetiez comment à ce moment-là? Moi, je me projetais, je voulais aller au lycée, parce que mes sœurs étaient allées au lycée et j'avais beaucoup d'admiration pour l'anglais. Elles apprenaient l'anglais au lycée, j'aimais bien ça, l'anglais. Et puis, je voyais qu'elle faisait des trucs intéressants. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au collège à Saint-Affrique, j'ai été... En fait, moi, la télévision m'a ouvert beaucoup, m'a ouvert sur le monde. M'a un peu fascinée sur le monde. Et faut quand même savoir que Roquefort, comme toute la région ici, c'est des montagnes. Donc... j'avais eu envie très tôt d'aller voir ce qu'il y avait derrière les montagnes, qu'est-ce qu'il y avait dans le monde au-delà. Et la télévision m'ouvrait sur tout ça. Et j'avais très très envie justement d'aller découvrir tout ça. Et en troisième au collège, au collège de Saint-Affrique, il y avait une copine qui, elle, me faisait rêver. Parce que elle allait partir... à l'école, dans une école à Bourges,
où elle allait apprendre la couture, à fabriquer des vêtements. Enfin, je sais pas, cette fille, elle m'avait tourné la tête complètement. Et après mon BEPC, en fait, on m'avait destinée dans le secrétariat. Et moi, je voulais pas. Je voulais pas, je voulais pas, je voulais partir, je voulais pas aller à Rodez, parce que Rodez était trop encore l'Aveyron, je voulais partir encore plus loin. Donc je m'étais vraiment foutu la pression toute seule, et je l'avais mis à mes parents pour partir avec, elle s'appelait Nicole, je crois, partir avec Nicole à l'école à Bourges pour faire de la couture, alors que j'étais pas du tout douée en couture, hein, mais c'était une façon de partir de chez moi. Ah non, non, je voulais faire du dessin. Ah oui, non, plutôt, oui, oui, je voulais créer des vêtements. Ah oui, c'était pas vraiment de la couture, c'était créer des vêtements et faire des dessins de vêtements, dessiner des mannequins, faire des vêtements et tout ça. Et en fait, j'ai tellement, tellement, tellement foutu la pression à papa et maman, les pauvres. J'étais chiante, hein. J'étais vraiment pénible, je crois, quand j'étais ado. Ah ouais, ouais. Surtout maman, parce que papa, bon, Vous étiez la dernière. oui, j'étais la dernière. J'étais, bon, un peu. Vos sœurs étaient déjà parties. Et voilà, était partie et je m'ennuyais un peu. Mes parents, ouais, ouais, ils étaient un peu plus âgés et tout ça, donc j'avais vraiment envie de partir. Bon, bref, ils ont accepté que je parte dans cette école à Bourges, où en fait, je me suis rendu compte que, le truc dans lequel je m'étais inscrit, ça ne correspond pas du tout à ce que je voulais. C'était purement et simplement de la couture industrielle. Alors là, j'en ai bavé. Là, pendant 3 ans, j'en ai bavé parce que j'étais pensionnaire. Donc à l'époque, je rentrais à la maison que les vacances de Toussaint, Noël, tu vois, c'était pas... Et je me suis quand même assez ennuyée dans ce lycée, hein. Bon, je suis sortie de Roquefort, certes, mais je faisais j'apprenais de la couture industrielle, à faire des patrons, à monter des trucs sur des mannequins, tout ça, ça me plaisait pas du tout. D'ailleurs, j'étais pas douée du tout pour ça. Bon, j'étais douée pour tout ce qui était technique, parce que j'étais quand même pas con, mais tout ce qui était monter un vêtement, j'étais pas douée. N'empêche que je sais monter un vêtement, je sais faire des patrons, mais bon. Et 68 est arrivé là-dessus. Alors là, ça a été incroyable. Mais 68, donc j'étais à ma dernière année du lycée technique à Bourges. Alors là, je me demandais vraiment qu'est-ce qui se passait là. Oh, il y avait une copine dans le lycée, dans ma classe, qui était militante au Parti communiste. Quand elle nous parlait de la classe ouvrière, je ne comprenais rien à ce qu'elle me disait. Elle me parlait de Marx et tout ça, la classe ouvrière. Je ne comprenais rien. J'ai dit, ben oui, mes parents sont ouvriers. Mais bon, c'est-à-dire qu'on avait une éducation tellement moraliste et tellement dans le rang, tellement, je veux dire, mais remettre en question De Gaulle, mais c'était impensable. Je débarquais, quoi, complètement, quoi. Et en fait, au fur et à mesure d'aller dans les réunions et tout ça, je sais pas, ça fait du chemin dans ma tête, tout ça. Et puis, je suis sortie de là, de ce lycée, en fait, j'ai eu quand même mon diplôme, je ne sais pas comment. Toute la partie théorique, j'ai dû réussir. Et là, je crois que là, j'avais 17-18 ans. Là, je pense que j'étais une espèce de lionne qui sortait. Une espèce de lionne. Là, j'ai eu 3 ans enfermée, 68, mais 68 là-dessus. Là, c'était Eureka, la liberté, s'il vous plaît. Maintenant, je veux m'amuser, je veux faire ce qui me plaît. Donc après Bourges. Alors après Bourges, j'ai été travailler à Montpellier dans une usine qui fabriquait du prêt-à-porter. On m'a recrutée avec mon diplôme, mais on s'est vite rendu compte que j'étais pas tellement douée pour ça. Et qu'est-ce que j'ai fait après?
J'étais dans un foyer, oh là là, Montpellier, c'est les années folles. Mes parents, qui voulaient me protéger, m'ont mis dans un foyer qui s'appelait Protection de la jeune fille. Et je partageais la chambre avec une fille très dévergondée. Et on sortait le soir, on passait sous la lucarne de la bonne sœur qui faisait l'entrée, pour pas qu'elle nous voie. On sortait et en fait, on passait la nuit dehors, parce qu'on ne pouvait plus rentrer après, la porte était fermée. Donc elle avait une tente à Montpellier où on pouvait dormir. Et alors là c'est vrai que j'ai eu une vie, c'est-à-dire qu'on sortait, donc on picolait. C'est elle qui m'a commencé, là j'ai commencé à picoler. Enfin, à picoler, non, je n'étais pas alcoolique, mais l'alcool fait tard, quoi. C'est-à-dire qu'on s'amusait, on allait en boîte, on s'amusait comme des dingues. Et puis, les bonnes sœurs Benoît, elles se sont rendues compte que ben, je rentrais, j'étais pas là. Bon, c'est un truc qui allait pas, quoi, quand même. J'avais que 18 ans. Je sais même pas si j'avais la majorité. Non, la majorité, est-ce qu'elle est arrivée après, je crois. Et donc, ils appelaient mes parents, au secours, il faut que vous veniez voir votre fille parce que ça va pas du tout. Et un jour, j'ai vu débarquer mes parents. Les pauvres, j'ai vu débarquer mes parents, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Alors, bon, on m'a remis sur le droit chemin. Mais de toute façon, je ne me plaisais pas. Le boulot ne me plaisait pas. Je picolais avec mes copines parce que je m'ennuyais là-bas, quoi, en fait. Ma vie n'avait pas vraiment de sens. Je me rendais compte que ce n'était pas du tout un métier pour moi. Donc, au bout de 9 mois, je suis revenue. Je suis allée en région parisienne, puisqu'il y avait mes sœurs. Donc, j'étais hébergée chez ma sœur en Val-de-Marne. J'ai travaillé un petit peu dans un Monoprix, où j'ai été virée parce que j'ai vendu 2 ballons. Deux ballons pas chers alors qu'ils étaient beaucoup plus chers. Je me suis plantée sur le prix. Bon, j'étais virée au bout d'un moment. Et après, je suis rentrée dans les assurances à Paris, où j'étais aussi dans un foyer, mais là c'était beaucoup plus sympa. C'était beaucoup plus sympa, c'est un foyer. C'est aussi des bonnes sœurs, mais elles étaient vraiment très sympas, elles étaient très ouvertes. Et puis là, je travaillais dans une boîte d'assurance où je traitais les contrats d'assurance. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte non plus que ça ne me plaisait pas, qu'il fallait que je fasse autre chose de ma vie, quelque chose de plus intéressant. Donc je me suis inscrite, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui me plaisait. J'avais envie soit de faire de l'animation, ouais, j'avais envie de faire de l'animation. Et à l'époque, l'animation, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des horaires de nuit. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai pas. Et puis, je me suis rendu compte que le travail social ne me déplaisait pas non plus. En fait, c'était plutôt dans un esprit d'aider les autres. D'aider les autres. Je commençais à être un peu révoltée aussi dans ma tête, à prendre conscience de la société, pourquoi il y avait des pauvres, pourquoi il y avait des ouvriers, pourquoi il y avait des riches, qu'il y avait beaucoup d'injustices. Comme ça, je commençais à prendre conscience. Et puis quand je suis arrivée à Paris, il y a vraiment un truc qui m'a vraiment surprise, à la fois une espèce de jubilation. C'est la première fois que j'ai vu une manifestation. Je n'avais jamais vu de manifestation de ma vie. Et quand j'ai vu une manifestation, je travaillais rue Lafayette, quand j'ai vu tous ces gens crier dans la rue, crier leur révolte avec des panneaux, avec tout ça, je me suis dit, mais ça existe, quoi. On peut dire ce qui ne va pas, c'est autorisé. Il y avait eu mai 68, mais moi je ne l'avais pas vécu, je l'avais vécu chez mes parents, à travers la télé, j'avais vu ça. Aussi. Oui, à Bourges, mais après, chez mes parents. Donc j'avais vu ça quand même de loin, puis ça nous faisait peur. Voilà, qu'est-ce que c'est que ces jeunes qui lancent des trucs, des bombes ou je ne sais pas quoi. C'était ambigu.
Pour mes parents, c'était pas forcément bien, d'ailleurs. Mais là, le voir concrètement, tout ça dans la rue, ah là là, ça a créé vraiment de la jubilation en moi, de dire, mais c'est possible, on peut se révolter, on a le droit de dire ce qu'on pense. Et donc, je me suis inscrite à l'université de Paris, à Jussieu. Comme j'avais mon diplôme n'était pas équivalent au bac, donc si je voulais reprendre des études, mon idée c'était de reprendre des études, donc il fallait que je passe une équivalence. Et j'allais aux cours du soir. Et dans ces cours du soir, à Jussieu, il y avait un prof de français qui était marxiste. Et c'est là que j'ai vraiment, vraiment, vraiment compris ce que c'était Marx, la philosophie marxiste, ce que c'était la lutte des classes, ce que c'était le capitalisme, enfin bon voilà, tout le discours philosophique. Et là, je dois dire que, alors là, ça a mis comment dire, des mots, une pensée sur quelque chose que je sentais du fait de mon origine ouvrière, mais que j'avais pas pu réfléchir plus que ça. C'était comme ça, des ressentis. Et là, j'avais une explication, une théorie, des mots. Et alors là, c'était devenu une religion pour moi. Là, à partir de là, je ne voyais tout qu'avec le prisme marxiste. Tout. Tout. C'était... Ah ouais, c'était... j'étais assez intolérante. Mais par contre, je n'ai jamais pu aller à m'inscrire aussi dans des... parce qu'évidemment, alors, donc j'ai eu le diplôme d'entrée à l'université et j'ai pu entrer dans une école d'assistante sociale. Donc tout d'un coup, comme j'avais travaillé 3 ans, j'ai pu avoir des bourses, etc. J'ai eu beaucoup de chance. Et là, évidemment, quel âge j'avais déjà 20 ans, 20, 21, 22. Donc là, évidemment, je côtoyais beaucoup d'étudiants. Là, j'ai une vraie vie d'étudiante, resto U, etc., etc. Donc évidemment, croisés, des trotskistes, des maoïstes, ça fait toute l'époque, là, début des années 70, c'était l'explosion de tous ces mouvements à Paris. Et donc j'avais des copines qui m'amenaient dans des réunions de tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi je les trouvais sectaires. Parce que je trouvais qu'ils étaient enfermés dans... Pourtant, Dieu sait si je croyais à fond à la division de la société, à la lutte des classes. Mais cette vision qu'ils avaient... d'abord, je trouvais qu'on ne pouvait pas prendre la parole, que ceux qui la prenaient, ils n'étaient pas forcément écoutés. Je trouvais que ça manquait de démocratie, on va dire le mot, hein, ça manquait d'écoute, ça manquait de... Voilà, je trouvais ça sectaire. Donc, j'ai pas pu vraiment... J'allais voir, je ne me suis pas engagée, je ne me suis jamais engagée, en fait, dans des partis, non. J'étais aussi approchée... Alors là, les communistes, à l'époque, alors là, c'était... il fallait... Ouais... il rameutait aussi, quoi. Alors, je me souviens, on m'avait offert c'était pas le petit livre rouge, mais je sais pas quoi, où je trouvais aussi intéressant, mais j'avais pas envie, je sais pas, non. Et puis, bon, tout mouvement anarchiste aussi, les anards et tout ça. Non, peut-être que c'était ma morale, la morale de mon enfance, au fait, qui revenait peut-être un peu en arrière-plan. Parce que, par exemple, j'aurais pu aussi me droguer. Parce que j'étais aussi dans des soirées où on commençait à fumer pas mal à l'époque, hein. C'était pas les drogues dures, mais ben non, moi ça me disait rien. J'avais pas envie. Autant l'alcool était quelque chose de familier pour moi. Dieu sait si j'ai pris des bitures, mais pour m'amuser. Mais après, le shit et tout ça, je sais pas comment on appelait ça à l'époque, les gens qui fumaient. Non, ça me disait rien. Et je me souviens qu'on se moquait de moi. On disait, ouais, allez, t'es cool, c'est cool et tout ça.
Eh ben non, non. J'avais pas envie qu'il y ait quelque chose d'étranger dans mon corps qui me transforme, euh, voilà, moi, si je me lâche, c'est que j'ai envie de me lâcher. J'avais pas besoin d'un truc artificiel. Et puis aussi, ce qu'il faut dire à l'époque, c'est que c'était vraiment la grande époque, l'explosion du féminisme. Ça, c'est très important. La place des femmes, au niveau sexuel, dans cette explosion après mai 68, où la liberté, liberté sexuelle, et liberté, liberté et tout ça, n'empêche que si on refusait de coucher avec un garçon, on était pauvre fille, quoi. Pauvre fille. Et moi, donc, il y avait une espèce de pression idéologique 68arde où la libération sexuelle, ben, les hommes, les femmes, fait l'amour, voilà, liberté, liberté. Mais non, moi, ça ne me convenait pas trop, ça. Parce que je me disais, ben merde, moi j'ai envie de faire l'amour avec un type avec un type qui me plaît déjà, avec un type que j'aime. J'ai pas envie, voilà. Et puis il y avait la contraception, c'était pas évident non plus, c'était le début. Donc, il fallait faire aussi attention. Et puis, moi, me revenait aussi ma mère, qui m'avait tellement, tellement, tellement fait peur des hommes. Et les hommes, c'était dangereux, quoi, parce il fallait surtout pas tomber enceinte avant le mariage, ni se faire avoir, et tout ça. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui m'est un peu resté, des espèces de réticentes. Bon, ceci dit, j'ai eu quand même des amants, hein. J'étais pas une sainte vierge, hein. Je me suis quand même... j'ai une belle jeunesse. Ouais. Au niveau donc professionnel, vous êtes parti sur... Alors, donc, j'ai eu mon diplôme d'assistante sociale et j'ai fait mes études d'assistante sociale, bon, comme je disais, à l'école Raspail, boulevard Raspail à Paris, avec ma vie d'étudiante et tout ça. Alors, ça a été 3 années incroyables. J'ai fait des choses très intéressantes au niveau théorie et puis au niveau comment dire, stage dans les services sociaux. Et c'est dans cette école aussi, il faut que j'en parle parce que ça a compté beaucoup dans ma vie après. C'est dans cette école que j'ai commencé à faire du théâtre. C'est-à-dire que c'est une école. Alors, il faut savoir, c'est qu'après 68, début de 68, si tu veux, cette révolution de 68 a changé beaucoup de choses dans les écoles et les formations, les universités, tout ça. Donc, on avait un cadre pédagogique dans notre école d'assistante sociale qui disait, bon, la théorie, c'est bien, mais il faut aussi faire parler le corps et l'expression. Donc, dans notre école, il avait fait venir des gens pour faire de la photo, pour faire du yoga, pour faire de la terre, de la sculpture, du chant, etc. Et un gars, qui avait notre âge d'ailleurs, qui s'appelle Alain Gautret, je dis son nom parce qu'il était très connu après, et qui sortait de l'école Lecoq et qui venait dans notre école pour apprendre à faire du clown. Et alors au départ, il ne disait pas clown parce que ça aurait fait un peu peur. Elle appelait ça mime, expression corporelle. Mais petit à petit, il nous a dit un jour, il dit bon, ben maintenant on a fait ça. On va faire ce qu'on appelle la recherche de son propre clown. Alors ça aussi, il y a eu Marx dans ma vie, révélation, et deuxième révélation, c'est le clown. Parce que ça, c'était magnifique. Donc pendant 2 ans, 3 ans, on a eu la chance qu'ils viennent dans notre école. Alors c'était une fois par semaine, après c'était le week-end. Après on a fait un petit spectacle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je devais partir, c'est fou comment le destin quand même. C'est-à-dire que moi, comment dire ça, j'étais à fond là-dedans et puis je pense que j'étais, sans vouloir me jeter des fleurs, peut-être dans le groupe celle qui
peut-être celle qui sortait un peu du lot, enfin je sais pas, en tout cas il m'avait recrutée pour travailler dans sa compagnie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien je tombe enceinte. Ben voilà, parce qu'entre-temps, alors j'avais rencontré le père de ma fille en vacances en Italie. Après, il était venu me voir en France, etc., à Paris, tac, 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 tac. Et puis, pam, je tombe enceinte. Et donc, avec un bébé, c'était pas, parce qu'on devait faire une tournée aux Antilles. Moi, je ne me voyais pas partir avec mon couffin, ma petite Irène, qui avait à peine 2, 3 mois. Non, je ne me voyais pas. Je me suis dit, non, là, t'es maman, il faut quand même garder raison. Et puis, son papa non plus. Italien, hein, la famille, c'est la famille, le couple, c'est le couple, la mère, la maman, c'est la maman. Donc, voilà, donc ben, j'ai commencé à être assistante sociale. Voilà, je suis rentrée dans la fonction publique au Conseil général du Val-de-Marne, où j'étais assistante sociale pratiquement toute ma vie. Donc voilà, j'ai eu ma fille Irène. Après, j'ai eu mon petit garçon, j'ai eu Pierre, 2, 3, 4 ans après. Et donc, par contre, alors il faut que je dise aussi pourquoi j'étais attirée par le papa de ma fille. C'est parce que il était marxiste aussi, il faut le dire quand même à l'époque. Il était communiste, il était marxiste, donc j'aimais beaucoup sa structure, l'esprit, tout ça. À part qu'il était mignon, qu'il me plaisait, mais bon, il y avait ça aussi qui était important. Et donc, et la deuxième chose, donc le clown, qui m'avait quand même beaucoup plu et qui m'avait fait beaucoup évoluer aussi, appris beaucoup sur moi, sur ma créativité et tout ça. Je me suis dit, ça, il ne faut pas que je le laisse tomber. Donc, comment dire ça, j'ai recommencé, non, je crois que j'ai écrit un spectacle, voilà. J'ai dû continuer après des petits stages de clown. Avec mon mari, c'était pas évident parce que ouais, il fallait quand même que je reste une maman, hein. Là, être clown, être comédienne et tout ça, non, là, c'était très dur. Là, c'était un combat. Son métier, lui, Alors, lui, quand il est arrivé, il était étudiant. Il a commencé par faire des petits boulots. Et puis, grâce à une relation d'une collègue de travail, d'une mari d'une collègue de travail, il est rentré chez Flammarion comme vendeur déjà, dans une boutique à Beaubourg. Et puis, ben, il a gravi des échelons. Chez Flammarion, de vendeur, il est passé responsable des ventes, après directeur des ventes. Bon, voilà, il a fait une belle carrière chez Flammarion. Vous étiez Et moi, j'étais assistante sociale. En contact avec le public ou c'était dans des bureaux? Ah, ben, assistante sociale, on a des bureaux et oui, puis on est en contact, oui, bien sûr, on travaille, accompagner les familles et tout ça. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé mon travail parce que, en fait, je me suis sentie très utile. Je trouvais que ma vie avait vraiment du sens. Et puis surtout, c'était un travail d'équipe. J'aimais beaucoup ça, travailler en équipe avec des assistantes sociales, des puéricultrices, des médecins, des sages-femmes, des psychologues, etc., etc. Donc ça, j'aimais bien. J'ai bien aimé mon travail. Mais, et donc, j'avais à cœur aussi de ma fibre artistique, d'exploiter aussi ma fibre artistique. J'étais très frustrée aussi de ne pas exploiter ça. Donc, parallèle à ma vie de famille, ma vie de couple, qui était un peu compliquée, j'ai monté mon premier spectacle sur le thème justement de la maternité. J'avais des choses à dire sur la maternité parce qu'à l'époque, on nous parlait beaucoup de la méthode Le Boyer, qui était l'accouchement sans douleur, etc., etc. Moi, j'ai trouvé que c'était pas vraiment ce que j'avais vécu. Donc, j'ai monté un spectacle qui s'appelait à l'époque Savoir
se laisser prendre sans se laisser surprendre, je me rappelle. Avec une copine, on a monté ça dans un petit café-théâtre à Paris. L'écume, c'était vers la gare Montparnasse. Et elle faisait le rôle de la sage-femme, moi je faisais le rôle de la femme enceinte. Et puis après, qui allait voir la psy, donc après elle faisait le rôle de la psy. Voilà, on s'est bien éclaté pour faire ça. Donc la journée assistante sociale, le soir venu Mm. le spectacle et retour après à la famille, enfin, s'occuper de tout ça. Ouais. Ah ouais, et ça a été vraiment, je dois dire, un combat parce que ben ouais, le père de mes enfants, il vivait pas ça très bien. Donc il a fallu que j'impose ça. Oui, que j'impose ça. Et puis, moi, j'avais pas mes parents à côté non plus pour garder mes enfants. Donc, il fallait que je gère aussi le soir quand je devais partir. Bon, je jouais pas toute l'année, évidemment. C'était une semaine dans l'année. Mais quand même, il fallait quand même la gérer. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un qui s'occupe de mes enfants quand j'étais pas là le soir. Donc, c'était bien sûr, il fallait jongler avec tout ça. Et puis, donc j'ai monté, voilà, pour vous dire, j'ai monté je ne sais pas combien de spectacles. Après je me suis séparée de la copine avec qui j'ai monté le premier spectacle. Voilà, elle a repris des études, elle est partie sur une autre voie. Et moi, j'ai décidé de continuer toute seule. Donc après, j'ai continué toute seule à monter mes propres spectacles. Je les ai écrits, je les ai mis en scène. Et donc, c'était bien parce que sur Paris, quand on commençait à faire de la scène, il y avait beaucoup de possibilités de faire des scènes ouvertes, où on pouvait juste passer quelques sketchs, et puis des festivals d'humour aussi. J'ai fait pas mal de festivals d'humour. J'ai eu des prix d'ailleurs, prix du public, prix de ceci, prix de cela. Il y avait un personnage déjà qui Alors à arrivait, l'époque, peut-être pas. comme je sortais de ma formation clownesque, c'était proche plutôt de mon personnage de clown. Pendant longtemps, ça a été personnage de clown. Et puis un jour, j'étais influencée par une secrétaire à mon boulot que je trouvais très, comment dire, très tendue, très discrète, très tendue, très effacée. Elle m'a influencée et j'ai créé un personnage, en fait, qui à l'époque ressemblait aux des chiens. C'était vraiment, c'est marrant comme quoi les époques, on est influencé par des choses qui se ressemblent, et alors qu'ils n'étaient pas célèbres encore, hein. Mais moi, ce que je faisais, ça ressemblait à ce qu'ils faisaient, quoi. J'avais mon petit kilt, petite jupe plissée, mon chemisier, comme les des chiens. Et donc là, ça s'appelait Une fée sort du logis. Et donc, je l'ai joué toute seule. Voilà, j'ai joué toute seule. Et puis, après, ben, il y a eu la rupture avec le père de mes enfants, parce que là, arrivé un moment, au bout de 17 ans de vie commune, et après comment dire, des remises en question, où il était d'accord pour que je continue, mais en fait, le naturel revenant au galop, c'était toujours un combat, toujours un combat. Et puis il n'appréciait pas ce que je faisais, il me dévalorisait énormément. Et puis un jour, je lui ai dit, faut qu'on se sépare, quoi. C'est plus possible. Voilà, se séparer, pour mes enfants, évidemment, ça n'a pas été facile. Et là, j'ai vraiment explosé au niveau artistique. Mon personnage, du coup, j'ai vraiment acquis une liberté. Donc je me suis servie et au bout d'un moment, je me suis servie aussi de mon travail. Alors, c'est là que ça a pris un autre virage, en fait, mes créations. C'est que, comme à mon travail, mes collègues et mes chefs de service savaient que je faisais du théâtre, ils m'ont demandé un jour de faire un sketch sur mon travail d'assistante sociale. Et là,
je me suis dit, d'accord, je vais le faire, mais ça a été un grand défi parce que je devais jouer devant les responsables politiques, c'était une conférence, il y avait beaucoup de monde, c'était un sacré défi quand même, hein. Et il se trouve que, voilà, ce que j'ai fait, ça a été un carton. Et après ça, je me dis, non, là, il y a un truc, là, il faut que je... Et là, paf, pendant un an, j'ai écrit mon spectacle Madame Olive, assistante sociale. Et là, le personnage de Madame Olive a vraiment explosé. Là, je me suis libérée et de mon travail et de tout. Ce spectacle, Madame Olive, assistante sociale, je l'ai joué des années, des années, des années. Ça a fait le tour de beaucoup d'administrations en France. D'ailleurs, vous voyez, ça fait plus de 20 ans que je l'ai créé, plus de 20 ans. Et je l'ai joué encore il y a un an, à Toulouse. J'aurais dit, mais ça a changé quand même depuis 25 ans que j'ai écrit ce spectacle. Ah non, ben non, ça n'a pas changé. J'aimerais juste un instant, par rapport à votre regard, parce que vous étiez assistant social, est-ce que vous sentiez un changement dans la société? Oui, c'est évident, évidemment. Ce que je peux dire, ce qui me vient là tout de suite, c'est le changement sur les migrants, les travailleurs migrants et surtout les musulmans. On a vu arriver dans les cités, dans les années 80, on a commencé à voir arriver des femmes voilées. Alors qu'avant, au début, moi, quand j'ai commencé dans les années 70, les femmes qui arrivaient de pays musulmans, bon, ils avaient un foulard, hein. Un foulard, c'est tout. Bon, voilà. Et puis, petit à petit, dans les cités, on a vu arriver ouais, des femmes voilées, des hommes avec des grosses barbes, des djellabas et tout ça, et des attitudes assez, comment dire, parce que jusque-là, c'était quoi notre public de migrants? C'était des harkis au départ, ou des fils d'harkis, donc des gens... bon, Dieu sait s'ils ont souffert, hein. Moi, j'ai lu un bouquin là sur... c'est incroyable. Mais c'était des gens, j'allais dire, soumis. Euh, euh, oui, ils étaient soumis en quelque sorte. Ils ont voulu parce que je pense qu'ils ont voulu, ils avaient à cœur comme ils avaient choisi de venir en France, hein, de choisir la France. Donc ils avaient à cœur à se plier à la vie en France et donc leurs enfants aussi. Donc le travail social avec eux, et on avait très peu de problèmes de violence. Et ça, c'est arrivé dans les années 80. Là, on a bien senti tout d'un coup une bascule et une espèce presque de mépris, de détachement par rapport à nous, tout ça. Et moi, je me souviens, j'avais même des gens que je connaissais d'Afrique du Nord qui commençaient à dire, à remettre en question beaucoup sur la civilisation occidentale, tout le mal que la civilisation occidentale avait pu faire au niveau de la colonisation, tout ça. J'étais d'accord, évidemment, c'est toujours ma vision un peu marxiste, voilà, le capitalisme, tout le mal qu'a fait les colons, la colonisation sur les pays colonisés, tout ça, mais évidemment, moi je les comprenais. Donc, et puis on a vu arriver aussi donc ces extrémistes religieux tout d'un coup dans les cités et de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et aussi avec des Français de souche, c'est-à-dire des Français de famille française et tout, qui se reconvertissaient et qui, dans leur famille aussi, tout basculait, quoi, parce que ils voulaient vivre exactement comme les extrémistes musulmans, éduquer leurs enfants comme... Ça faisait des problèmes incroyables. Ah oui, oui, moi, on a vu arriver ça. Alors ça, c'est le truc, tu vois, quand je me rappelle le plus, qui m'a le plus marqué. Parce qu'évidemment, maintenant, on en voit
avec tous les actes terroristes qu'il y a eu, ça prend des proportions incroyables. Et puis après, au niveau social, toute la crise du logement qu'on a vu arriver, bien sûr, moi je l'ai vu arriver, bon peut-être à Millau, on le voit peut-être moins, mais dans les grandes villes, surtout en région parisienne, la crise du logement c'est un truc très très grave. L'emploi, le burn-out, les problèmes de burn-out dans les entreprises, tout ça, bien sûr, qu'on l'a vu arriver. Moi, je ne suis pas étonnée, moi, de tout ce qui se passe maintenant. Parce que, parce que je l'ai vu, bien sûr. Par rapport à votre engagement marxiste, enfin communiste, on va dire, est-ce que J'ai jamais été communiste, hein, j'ai jamais pris la carte. Hein. La sensibilisation. Sensibilité de gauche, on va dire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une part de responsabilité avec l'arrivée de Mitterrand dans les années 80 est-ce qu'il y a c'est peut-être un terrain dangereux. Ce que je peux te dire sur Mitterrand, c'est que le jour où Mitterrand, je l'ai vu apparaître sur l'écran télévisé, j'étais enceinte de Pierre, de mon fils, bien enceinte, et j'ai fait un bond de, je sais pas, 30 cm sur le fauteuil, tellement on était... mais là, c'est comme si toutes les choses pour lesquelles on était descendu dans la rue, tout d'un coup, là, toutes nos revendications, tout allait changer, quoi. C'était comme si on avait fait la révolution un peu. Mitterrand, mais c'était... oui, c'était... Ça y est, la gauche au pouvoir, on allait... toutes les acquisitions, on allait les avoir. Enfin bon, c'était la vie en rose, quoi. Et puis, moi, la première déception que j'ai eue de Mitterrand, c'est quand j'ai vu que Mauroy y partait. Parce que Mauroy, qui était maire de Lille, donc un socialiste, je dirais, même, je me demande si n'était pas communiste à un moment donné, Mauroy. En tout cas, c'était une partie du socialisme vraiment de gauche, quoi. On peut dire les socialistes radicaux un peu, tu vois. Et quand j'ai vu qu'il partait, je me suis dit, ça, c'est pas bon. Parce que ça veut dire que la politique de Mitterrand, elle va être peut-être pas trop de gauche, quoi. Et puis après, j'ai vu aussi ce qui s'est passé dans l'Est de la France, toute la métallurgie et tout ça, il y a eu tous ces licenciements, les fermetures d'usines et tout, qui étaient peut-être économiquement indispensable. Je ne suis pas économiste, puisque c'était quand même la mondialisation qui commençait à bien arriver, hein, qui était déjà là. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai reproché à Mitterrand, c'est surtout de ne pas avoir expliqué, de ne pas l'avoir dit. Pourquoi tous ces licenciements? Pourquoi? Donc, évidemment, moi, très déçue par Mitterrand d'abord, et puis très déçue par le Parti socialiste, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, si je pouvais te résumer, voilà, c'est pour ça que quand Mélenchon est arrivé, il s'est démarqué des socialos qu'il a créés au début, je ne sais plus, le premier parti qu'il a créé, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est bon qu'il il a pris la branche radicale, il a pris la tête de la branche radicale du Parti socialiste, qui mourait, Parti socialiste qui mourait, qui est mort d'ailleurs de sa belle mort, puisque, bon, voilà, il n'existait plus. Et donc, voilà, il a dit, oui, il a fait ce qu'il fallait faire, Mélenchon, hein, au départ. Bon, on ne va pas parler de ce qu'il fait maintenant, mais, parce que ça fait beaucoup de polémiques. Mais pour te répondre à ta question sur Mitterrand... Revenons au théâtre. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors, au théâtre... Les années 80, 90, ouais, alors j'ai donc quitté mon mari, j'étais en ménage après avec un compagnon qui m'a très très bien accompagnée au niveau de mes spectacles. C'est pour ça que j'ai pu faire beaucoup de choses, je crois, après. J'ai créé
Bon, ben, j'ai beaucoup tourné avec Madame Olive, assistante sociale. Et puis, comme ça marchait très bien, j'ai pris 6 mois de dispo à mon travail. J'ai arrêté mon travail pendant 6 mois. C'est possible quand on est fonctionnaire. J'ai tourné pas mal avec mon spectacle. Et puis, je me suis dit, si je reviens au bout de 6 mois, je veux plus faire assistante sociale, je veux accompagner les gens autrement. Et donc, j'ai demandé à faire une formation, apprendre à animer un atelier théâtre. Beaucoup de chance, soutenue par ma chef. J'ai fait pendant 3 mois une formation, apprendre à animer un atelier théâtre. Et quand je suis revenue, j'ai fait un projet que j'ai soumis à ma direction, d'accompagner les personnes avec les outils de théâtre. Ça a été accepté, j'ai eu aussi beaucoup de chance. Et j'ai repris mon travail à temps partiel, à mi-temps, pendant quelques années, où j'ai créé une association. Bon, j'ai passé le montage, il fallait que je crée une association, et j'ai une subvention, Et donc, pendant les dernières années de ma vie professionnelle, j'ai fait de l'insertion par le théâtre avec plusieurs groupes dans le Val-de-Marne, avec les gens qui bénéficiaient du RSA, les minima sociaux, les gens qui ont l'allocation handicapé, etc. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Ça a été les plus belles années de ma vie professionnelle. Une des plus belles années de ma vie professionnelle. Pourquoi? Parce que dans ma vie d'assistante sociale, on accompagne les gens un peu psychologiquement, mais beaucoup avec des supports financiers. Parce que la majorité des gens, quand même, viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes d'argent. On ne peut pas payer les loyers, etc. Donc, c'était les aides, les accompagnements, c'était quand même à coût d'aide financière. Mais là, pour le coup, il n'y avait plus ça, plus du tout, plus de question d'aide financière. Et les gens, ils venaient dans mon groupe pour faire un travail, justement, sur l'estime de soi. Parce qu'on sait bien que les gens, les personnes qui ne sont plus dans le circuit de la formation, du travail, etc., il y a un problème, un gros problème, oui, d'estime de soi, de dévalorisation, d'avoir du mal à chercher un emploi, à parler devant, quand on a un entretien professionnel, etc., tout ça. Donc, à travers l'outil théâtre, moi, j'ai vu évoluer des gens comme je n'avais jamais vu évoluer dans mon travail d'assistante sociale. Moi, j'ai vu arriver des gens qui étaient incapables de parler devant les autres, qui, pendant quelques séances, sont restés assis sur leur chaise. Et puis, petit à petit, voilà, ils ont pris confiance au groupe. Ils ont commencé à parler, commencé à dire des choses, travailler sur les émotions. Et donc, j'ai amené beaucoup des choses légères, à travers le rire, à travers des petits sketchs, travailler des petits personnages rigolos, tout ça. Et puis, voilà, les choses vers lesquelles ils avaient envie d'aller. Donc, à la fin de l'année, on créait des petits spectacles. J'ai toujours un film, là. Je suis très émue quand je les vois parce que je me souviens d'eux, qui ils étaient, de quoi ils sont partis, où ils sont arrivés. J'ai été très, très heureuse de faire ça. Vraiment très heureuse, ouais. Je crois que c'est dans les courant des années 2000 où vous allez perdre vos parents. Alors, ma maman, elle est décédée en 95. Ah. Ouais. Et mon papa en 2009. Ouais. Ouais. Je crois qu'il y avait, pour l'anecdote, en fait, je crois qu'il y avait eu un reportage sur France 3, parce qu'il avait été centenaire. Oui. Ah ouais, mon papa. Ouais. Il était une santé Il est décédé à 102 ans. Et à l'âge de 100 ans, oui, il y avait FR3 est venu le filmer. Il y a eu 2 autres centenaires, je crois, c'était des dames. Il y a eu 3 centenaires à Sainte-Eulalie, dans le village. Et oui, ils ont été filmés, tout ça. Bon, le pauvre, il ne pouvait pas parler devant la caméra. Il ne se rendait pas compte tellement de ce qui se passait. Mais
Moi, j'ai toujours pensé que mon papa vivrait plus longtemps que ma maman parce que mon papa, il avait une force en lui, une force, comment dire ça, beaucoup de volonté. En fait, il s'écoutait pas, mon père, et il se plaignait jamais. D'ailleurs, les aides ménagères disaient toujours, votre papa, il est formidable parce qu'il ne se plaint jamais. Et pourtant, quand on allait le voir et qu'il fallait qu'on reparte à Paris, qu'on le quittait tout seul dans sa maison, tout seul, à l'âge qu'il avait, c'était triste, quoi. Mais il voulait pas la NEHPAD, mon père. Mais je pense qu'il n'aurait pas vécu aussi longtemps en EHPAD. Non, non, il disait toujours qu'il rêvait. Je rêve, il disait, oh, j'ai rêvé, je rêve. Et puis il nous disait toujours, ben, profitez, mes filles, hein, profitez la vie. Et en fait, on sentait jamais de culpabilité quand on le quittait. C'est ça qui était beau, quoi. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde quand même de rester tout seul chez soi à son âge. Maman, elle n'aurait pas pu. Non, maman, elle est décédée avant d'aller à l'EHPAD, mais je pense elle aurait pas. Elle, je sais pas, maman. Elle aurait peut-être, oui, peut-être mieux supporté l'EHPAD. En fait, elle est décédée avant d'y aller parce elle est décédée d'un cancer, maman. Mm. Voilà. Je sais qu'en 2009, il va y avoir une expérience, puisqu'on s'est rencontrés à ce moment-là aussi, à Avignon. Oh, c'est vrai, dis donc. Ah oui, j'ai oublié Avignon. Oh là là, oui. C'était avec Madame Olive. Ah oui, alors la première fois que je suis allée à Avignon, j'ai joué dans un cabaret qui s'appelait la Casa d'Irène. Étant donné que ma fille s'appelle Irène, bon, c'était. Et c'était un spectacle qui était pas très au point, mais je rêvais d'aller à Avignon. Et Irène donc m'a accompagnée. Elle avait 3 ans. Elle n'était pas très grande, hein. Là, c'était bien avant. C'était pas avant 2009. Oui, voilà, c'était pour te raconter Ouais. comment que j'y suis allée aussi avant de qu'on se rencontre. Et j'y suis aussi retournée après, de rejouer dans un cabaret. Mais quand on s'est connus, oui, là, j'avais pris alors là, j'avais vraiment mis le paquet. J'avais pris une salle, un théâtre le soir. On jouait très tard, je crois, à 10 à 22h30, avec Julie qui m'accompagnait au piano. Un spectacle qui s'appelait Madame Olive sans dessus-dessous, je crois. Et oui, 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 on avait loué une maison un petit peu en banlieue d'Avignon. Euh, et puis, on jouait le soir, c'était très tard, donc c'était quand même assez compliqué de jouer aussi tard, hein. Mais quand même, je crois qu'on est un peu rempli, hein. On a quand même, j'ai un souvenir assez positif de cette c'est la dernière fois que je fais Avignon d'ailleurs, 2009. Oh, tu te rends compte? 2009. Ah ouais. Alors, par la suite, vous allez prendre votre retraite d'assistante sociale. Ouais. Vous allez quitter Paris. Alors, Alors, oui. pas tout de suite. Je crois. Non, Non, c'est ça. ben non, parce que moi, quand je veux faire tout vite, mon gros défaut, c'est que je veux faire tout vite et d'un coup, et tout régler d'un coup. Donc, quand j'ai pris ma retraite, j'ai voulu me séparer de mon compagnon, je vais me séparer de mon boulot, et je me suis dit, je vais partir de Paris et de ma maison. Donc, j'ai commencé à acheter un premier appart à Millau, et au bout de quelques mois, je me suis dit, non, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais je suis loin de mes amis, de tout mon réseau théâtreux. Je suis toute seule ici, tout ça. Donc, je l'ai revendu au bout de quelques mois. Et je suis revenue en région parisienne, où j'y suis restée jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein, jusqu'à il y a. J'y suis restée, j'ai revendu, ouais, 2011. Je suis venue en 2022, à milieu 2023. Non, 2023. Donc, tu vois, je ne suis pas regrettée quand même d'être revenue parce que ça m'a permis quand même de faire plein de choses, hein, en région parisienne quand même.
Et pourquoi je suis revenue ici? Tiens. Mais je voulais bien. Alors, je suis revenue ici parce que... Alors, j'ai l'explication que je donne, mais est-ce que c'est vraiment que ça? Puisque j'ai rencontré un compagnon il y a 5 ans, donc voilà. Et puis, quand on venait ici dans l'Aveyron pour voir Irène, ma fille, en vacances, Jean-Luc, c'est mon compagnon, qui disait: oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau l'Aveyron, qu'est-ce que j'aimerais habiter ici, je suis vraiment amoureux de cette région, tout ça. Je dis: bon, bah écoute, on va y aller, hein. Et bon, et voilà, c'est parce que voilà, mon compagnon aime beaucoup l'Aveyron, donc il a commencé par acheter une maison ici, et donc je suis venue, je suis venue avec lui, mais ça a été compliqué quand même, hein, de quitter. Ça l'a été longtemps d'ailleurs. Maintenant, ça y est, je commence à prendre mes marques à Millau, mais ça a été compliqué de rompre avec mes amis théâtreux, avec qui j'avais quand même des petits spectacles en cours. La culture, je dirais, des grandes villes, et surtout la culture de Paris. Euh, et ouais, ça a été compliqué. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quand même, je me posais encore la question si j'allais vraiment rester. Mais bon, je me suis dit: non, non, la Claudie, maintenant, là, il faut te poser quelque part. Parce que, en fait, pourquoi aussi je suis partie? Parce que je me suis dit, à mon âge, il faut quand même que je fasse d'autres expériences. J'ai vécu toute ma vie en région parisienne, et je me dis, il faut quand même que j'essaye de voir comment la vie se passe ailleurs. Même si ça se passe pas très bien, il faut quand même que je sache comment moi je peux m'adapter dans un autre univers, dans une autre culture, dans une autre habitude et tout ça. Donc il y avait ça aussi. Je savais que ça allait être, Bon, il y a un retour aux racines. évidemment, aussi retour aux racines. Mais tu sais, c'est pas évident parce que moi je me sens quand même assez déracinée. Tu vois, je suis partie quand même dans les années 70, donc j'avais 20 ans. Je reviens à 70 ans, tu vois un peu l'écart. Je me sens plus parisienne que avéronaise. Donc ça aussi, c'est compliqué de retrouver, parce que ce que je trouve maintenant, c'est pas vraiment ce que j'ai quitté. C'était différent, Roquefort. Moi, Millau, c'était la ville dont je rêvais. C'était aller à Millau, c'était faire les magasins à Millau, tout ça. Mais maintenant, Millau, moi, c'est la petite ville, c'est le gros village, quoi. Donc, et même Millau, maintenant, n'a plus rien à voir avec ce qu'était Millau, j'imagine, dans les années 60. Tu vois, il y a beaucoup de gens non-Millavois qui se sont installés à Millau, il y a les purs Millavois, il y a les anciens Millavois qui reviennent. Et puis, c'est une vie comme toutes les petites villes voilà, de France dont les magasins ferment dans les centres-villes, où il y a toute une transition à retrouver, toute une dynamique à retrouver, etc., etc. Donc, je me suis dit: non, là maintenant, c'est ici que je vais rester. C'est mon pied-à-terre, voilà, je vais faire mon trou ici. Je vais bouger tant que je peux. Aller voir mes anciens amis, mes amis, aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, faire une espèce de vie un petit peu satellite autour, hein, si je peux. Je crois que vous participez aussi à des ateliers À de Millau? clown. Oui, non? Oui, alors à Millau, je fais des trucs très intéressants. Je suis un atelier lecture intéressant. Je suis un atelier écriture aussi. Tous mes trucs que je me suis inscrite, c'est l'atelier écriture. Ça, c'était important, très important. Et voilà, ça fait presque 2 ans que j'y suis maintenant. C'est très intéressant. On a créé aussi un café littéraire. On échange aussi nos lectures dans cette association. Et je me suis inscrite aussi, bien sûr, à un atelier du clown. Avec Tête d'Ampoule, qui sont basés à Comprignac. Et donc là,
J'ai fait un premier stage avec eux et là, on va se voir tous les mois et on va créer un spectacle en mai. Voilà, petit groupe très sympa. Bon, sur Matello-Web, on a eu l'occasion de vous Et découvrir ah, avec, tu en parles, Christophe. avec Monique. Alors là, il faut que je parle de toi quand même. Non, non, surtout pas. Mais, Ah ben, non, mais mais, attends, si, mais parce que c'est quand même grâce à toi. c'était, l'idée, c'était de vous lancer un peu sur, de vous donner accès à Internet, parce que je pense qu'il y a, il y a une personnalité, enfin, vos personnages sont propices à ce média. Là, il y a encore quelques épisodes où on a travaillé ensemble, et c'était vraiment pour vous lancer. Là, vous allez vous lancer bientôt toute seule. Et donc, bah, c'est bien, c'est génial. Ah oui, oui. Alors là, il faut que je le dise quand même que ça faisait longtemps que, enfin, tu sais que ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça, de créer des petits sketchs comme ça et de le mettre sur le net. Et puis, ben, la flemme, voilà, pas l'occasion. C'est toujours un truc, un rêve, et un truc, voilà, si on le fera un jour et puis en fait on le fait jamais. Et puis, il se trouve que on a fait une petite interview. J'ai dit, bon, ben attends, on va faire une interview. Attends, je lui dis ça, oui, pourquoi? Ben non, je vais créer un personnage, tu vas voir, ça va être rigolo, je vais mettre une perruque, et tout ça, et tout ça. Elle va s'appeler Monique Chauvin, je sais pas. Alors, les gens me disent, mais pourquoi Monique Chauvin? Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je trouve que Monique, c'est un prénom qui m'a fait toujours rire et qui représente bien, je trouve, Monique. C'est pas n'importe qui s'appelle Monique. Monique. Et Chauvin, ben, c'est bien français, Chauvin. Monique Chauvin, c'est la France moyenne, quoi. Et donc, avec ce personnage, du coup, ça, tu m'as donné l'idée justement d'écrire des petits sketchs. Voilà, voilà, grâce à toi, Monique Chauvin existe sur le net. Alors, on a commencé ensemble, on a fait peut-être une dizaine de captages déjà. Et maintenant, tu me demandes de continuer seule, donc je vais le faire, puisque c'est parti. Mais voilà, ce ne sera pas pareil quand même. Je ne sais pas, hein. On va voir, hein. Eh bien, on en arrive à plus d'1h30 d'entretien. Et moi, ce que j'ai bien aimé, alors, je vais préciser, c'est que là, vous m'avez fait oublier l'époque qu'on est en train de vivre pendant 1h30. On est parti loin, on a parlé des années 50, 60. C'est quand même bien une autre vie, c'est bien. Et justement, il n'y aura pas de questions sur l'époque qu'on vit, il n'y aura pas de questions sur qu'est-ce que vous en pensez. Ah, Il n'y aura pas de questions justement ouais, sur ouais. cette période qu'on traverse que je trouve assez sombre. Et par contre, je vous laisse le mot de la fin. Ah, à qui je l'adresse? À toi? Ah non, non, aux spectateurs, aux mis à voix, Aux spectateurs, à qui vous voulez, les à mis qui à vous voulez voix. d'ailleurs en fait. À qui je veux? Ben alors, je vais regarder du coup dans Complètement. Eh bien, écoutez, chers Miavois, chers internautes, chers vous tous qui avez assisté à la déblitération de mon parcours de vie, je vous dis merci, merci de m'avoir écouté, merci d'y avoir trouvé de l'intérêt, du sens, du partage, et peut-être allons-nous nous rencontrer dans les rues de Millau ou ailleurs. Et je vous invite à regarder Monique Chauvin, quand même, hein. Merci, et merci Christophe. Merci Claudie.